Voilà, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'évertue de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, un monde totalement écologique, où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète, où il n'est plus aucun homme n'est un loup pour l'homme, donc où on a réussi à maîtriser euh, toutes les pulsions négatives humaines finalement. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes en chemin, selon moi, vers cette finalité. Et évidemment, un homme qui aurait atteint ce degré de sagesse, de plénitude, de bonheur et de sérénité serait en état que nous pouvons qualifier d'extatique. Donc nous évoluons vers l'extase, vers ce que nous appelons l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état transcendantal, mais nous évoluons vers cet état général de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, certains êtres humains parviennent à faire cette expérience, mais de façon soit accidentelle, soit après de terribles efforts sur pour contraindre leur ego, leur pulsion, euh, leur, voilà, leur ego en réalité. Et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à faire le lien avec ce dont je veux parler une nouvelle fois. C'est la troisième vidéo sur Louis-Ferdinand Céline, des touches Céline, l'écrivain controversé auquel France Inter a consacré 10 podcasts d'une heure et très très intéressant. Voilà. Je les ai juste picorés, mais je conseille à tout le monde qui s'intéresse à Céline d'aller écouter ces podcasts vraiment intéressants. Alors, en fait, dans la vidéo précédente, ce qui m'a le plus surpris en somme, c'est pourquoi cet écorché de Céline qui supportait pas l'injustice, qui supportait pas l'abus du faible, en fait, qui avait cette mentalité quelque part de sauveur, de celui qui va protéger la veuve et l'orphelin, comment se fait-il qu'il s'est dirigé vers l'extrême droite, alors qu'à cette époque-là, il y avait les deux courants, il y avait l'extrême gauche, il y avait le communisme qui était là dans les années 20 déjà, après la Révolution, et puis il y avait cette extrême droite qui ne voulait surtout pas, qui était anticommuniste en fait, tout simplement. Elle est surtout née de cette haine de l'égalité, etc. Alors comment ça se fait que sur cette base psychologique, il s'est orienté vers l'extrême droite plutôt que vers l'extrême gauche? Eh bien, à mon sens, c'est le narcissisme. Voilà, le narcissisme fait que on ne peut pas fusionner avec la masse. Le narcissique, il se croit différent, supérieur, il ne veut pas être du côté de la masse, il est du côté de l'idéologie nietzschéenne en somme. Il veut il veut se distinguer, il veut être supérieur. Voilà. Ça, c'est le problème du narcissisme. Et pour aller du côté de la gauche, il faut au contraire, pour aller du côté du communisme, il faut au contraire
accepter de perdre une partie de cet ego pour le fusionner à l'ensemble, pour penser qu'il y a une égalité, qu'on va vers l'égalité, que l'intérêt, c'est l'égalité entre les hommes. Et là, ça donne le gros clash entre ces deux orientations. Les grandes personnalités qui peuvent partir vers cette gauche, il faut qu'elles soient égocentriques et non pas narcissiques. C'est-à-dire qu'ils aient une haute opinion d'eux-mêmes, mais qui soient justes. Le côté narcissique, il a une haute idée de lui-même, mais au détriment des autres. Il se croit supérieur à autrui et il a un sentiment usurpé, en fait, de ce qu'il représente. Et là, ça fait partir les gens d'un côté ou de l'autre à cette époque-là. Ça les a orientés dans ces deux extrêmes. Et on va écouter une petite partie qu'il consacre à ce métier qu'il a choisi de devenir médecin, presque malgré lui d'ailleurs. Quand on écoute bien le podcast, c'est un peu ces rencontres qui vont l'orienter vers cela. Alors, on écoute. D'Édith Follet, première épouse de Louis Destouches. Sa thèse, elle est tout de même extrêmement bien. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Donc, il a écrit une thèse. La terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. Voilà. Il nous la lisait le soir. Ah oui. Oui. Et il lisait bien. Ah oui. Très bien, oui. Mon père trouvait que c'était remarquable. Ah oui. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau, vivre. Alors, trop rare, voilà, c'est toujours ce côté qui va distinguer, qui va vouloir distinguer lui, il se situe du côté des trop rares. Voilà. Et ça, c'est typique de la mentalité narcissique. Et le narcissisme conduit à l'extrême droite. L'inverse du narcissisme, en fait, va conduire à l'extrême gauche, en somme, d'une certaine manière. Voilà. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort. Alors ça, c'est une idée assez intéressante quand même. La vie, c'est qu'une ivresse dans l'histoire du vivant, en somme. C'est la mort. Mais j'ai écrit quelque chose dès le début qui m'a paru vraiment intéressant. C'était qu'on ne vit que pour les dernières heures de son existence en réalité. C'est les plus importantes, c'est là où tout se joue, c'est là où on comprend que tout ce que nous avons poursuivi était, on a été attiré par une carotte qui nous a fait avancer dans cette existence et qui permet de construire l'humanité évidemment, mais en réalité, c'est à ce moment-là, c'est tout ce que ces dernières heures rassemblent tout ce que nous avons fait dans cette existence. Et donc, on doit être réconcilié avec cette vie. C'est pour ça qu'il est important d'agir le plus en conformité avec les valeurs de l'humanité, avec ses valeurs, en étant le plus juste possible, le meilleur possible. Bon, je pense que c'est le lot de tout être humain d'essayer d'être le meilleur possible. On n'y parvient pas, et certains n'y parviennent pas du tout, d'autres y parviennent un peu, etc., etc. Mais c'est fondamental. Voilà, on va continuer. Quant à la médecine, dans l'univers, ce n'est qu'un sentiment, un regret, une pitié plus agissante que les autres, d'ailleurs presque sans force. Alors là, il dit les choses de base, mais... À l'époque où Semmelweis l'abordait, il alla vers elle tout naturellement. Qu'est-ce qu'on peut dire des motivations qui ont poussé le futur docteur Destouches
à s'intéresser à ce Semmelweis. Ce qui a intéressé Destouches à l'époque, c'est effectivement le destin de ce personnage, martyr, qui a raison contre tout le monde, qui se dresse contre l'intelligentsia médicale, qui est rempli de préjugés, rempli de faux semblants, et donc il se sert de Semmelweis comme une manière aussi de critiquer une institution médicale à laquelle il n'appartient pas encore, ce qui est très paradoxal. Alors, en même temps, il voit dans le personnage de Semmelweis le médecin idéal, c'est-à-dire... Voilà, il le voit, cet héros, ce personnage qui a raison, puisqu'il invente ce Semmelweis, il réfléchit sur l'idée des femmes qui meurent en couche, pour beaucoup, à l'époque. Et il comprend que c'est parce que les médecins ne se lavent pas suffisamment les mains, qu'il n'y a pas assez d'hygiène, et donc les femmes, les parturientes, les femmes qui accouchent, elles développent des maladies, etc. Et donc il va se battre contre l'ordre des médecins pour essayer d'imposer cette idée, et il a été rejeté, repoussé, etc. Personne dans ce milieu ne voulait. Donc il y a une injustice phénoménale quand on y réfléchit. Et donc c'est clair qu'on ne peut, quand on a une vision héroïque des choses, du héros, du Robin des Bois, on ne peut que se ranger derrière cet homme-là et qu'avoir de la peine pour quelqu'un qui va... et de la haine contre un milieu qui va bloquer le système. Et donc ça, c'est clair que ce sentiment d'injustice, il est fondamental pour l'être humain. Mais Céline va le mettre, lui, dans son existence, du mauvais côté en réalité. Il va le mettre au service du racisme, au service de l'antisémitisme, au service d'un être humain, Hitler, qui a envie d'imposer une sorte d'aristocratie contre la guerrière, contre l'égoïsme, contre l'égalitarisme de la démocratie, contre l'idée de la souveraineté du peuple, etc. Donc, il va se ranger du côté il va soutenir le pire, alors qu'il prend comme modèle, au départ de son existence, quelqu'un qui est juste, qui lutte contre vraiment une injustice. La logique aurait voulu, s'il avait véritablement suivi ce pourquoi il s'était engagé derrière cette Edelweiss, c'était de lutter contre, de se mettre du côté des résistants, de lutter contre contre Hitler et contre les valeurs qu'il exprimait. Seulement, son narcissisme l'a empêché de penser ça. Et c'est pour ça qu'il pense aussi négativement le peuple, quand il dit c'est tous ils sont bêtes, le peuple est bête, le peuple c'est des bourrins, il est stupide, voilà. Donc il a cette vision négative, et c'est le narcissisme qui lui fait dire ça, même si au fond il a envie de les défendre. Il ne peut pas, parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Il peut se sentir au-dessus de la mêlée qu'en pensant que le peuple est bête. Donc lui, ça l'élève encore plus en fonction de ça. Cette espèce de médecin au destin qui s'élève au-dessus de celui des autres êtres humains. C'est un destin particulier. C'est un exemple type de l'idée qu'un homme, ou une femme, mais là un homme en l'occurrence, peut s'élever au-dessus de la masse et au-dessus de la lourdeur des hommes. Et donc c'est vrai qu'il parle de grand médecin dans la préface de sa thèse, et en même temps c'est aussi une occasion pour lui de voir la médecine comme un geste très à part dans l'humanité. C'est le geste de soigner, d'enlever la souffrance, d'ôter la souffrance au maximum. Et un médecin qui se proposait d'ôter la souffrance de milliers de femmes en tout cas, eh bien on lui a claqué la porte à la figure quelque part.
Et ça, il a retenu ça. Il a retenu ce destin du persécuté. Quand on demande à Céline, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Quelle a été votre ambition artistique? C'est raconter les innombrables vies de P.I. Semmelweis. Donc en gros, le destin a posteriori de l'écrivain Céline se forge sur le parcours de cet obstétricien hongrois du 19e siècle. Ce syndrome du martyr, du persécuté, de celui qui est seul contre tous, de celui qui est plus sensible, plus élevé que les autres, mais qui n'arrive pas à se faire entendre. Voilà, alors ça c'est la motivation, et malheureusement, son narcissisme a sali cet état d'âme fondamental. Et ça, c'est le manque d'analyse de lui-même, qu'il n'a pas pu passer au-delà de ça pour véritablement arriver du côté de la sainteté, en somme, du côté du vrai juste. Il fallait qu'il arrive à maîtriser ce narcissisme, à le comprendre, à comprendre à quel point il entraînait vers quelque chose qui était vers le négatif, en somme. Et c'est vrai que pour Détouche, l'étudiant en médecine, déjà, c'est un premier pas dans l'écriture, mais c'est surtout une manière très particulière d'envisager la médecine. Et déjà, une première critique envers ses confrères, parce que à une époque où on fait tant de mal à la profession, j'ai voulu raconter le destin d'un grand médecin, voilà. Mais il tient aussi certains médecins pour responsables de l'état de la médecine actuelle, et ça, tout au long de sa vie, il va critiquer l'institution médicale. Mais ça, c'est son premier pas. Semmelweis, c'est un premier pas de la critique de l'institution médicale. Et là, il a raison dans ce sens, bien entendu. Le caractère presque sain que peut avoir le médecin aussi pour lui. Pour résumer, aux yeux de Louis Détouche, les bienfaiteurs comme Semmelweis sont forcément des victimes face à la société, car ils sont incompris. Et il y a fort à parier qu'en 1924, le jeune médecin Détouche s'identifie au vieux docteur Semmelweis, avec le sentiment vaniteux chez le futur Céline d'avoir raison contre tout le monde. Vous avez aimé les hommes à une période de votre vie. Vous les avez méprisés plus tard. Où en êtes-vous aujourd'hui? Louis-Ferdinand Céline, au c'est micro intéressant, d'André là aussi. Parinaud, 1958. J'en ai peur, parce que je les trouve capables de tout. On m'en fait tous les jours des démonstrations. Si les chiens aboient, il y en a 10 000 ou 100 000, c'est les miens. Si les ordures n'arrivent pas à la route, c'est de ma faute. Et si les rats envahissent les boîtes d'ordures, c'est de ma faute aussi. Enfin, je connais la persécution très bien. Voilà, donc ils me font peur. Et effectivement, on peut aussi pas lui reprocher. On peut reprocher à personne la vie qu'il a et le destin qu'il amène. Et sachant que le mal construit le bien, une fois qu'il a été consommé, le mal, on est un peu obligé de... à mon sens, c'est ma conviction, on doit mettre de la bienveillance derrière tout ça. Par contre, quand il est devant nos yeux, on doit lutter contre, ça c'est clair. Mais voilà, après, derrière, l'homme, il s'est comporté comme ça. Il dit les hommes me font peur, mais évidemment il a soigné, il s'est retrouvé dans les milieux où il a été confronté aux hommes les plus durs, quand il était dans les bas-fonds entre guillemets qu'il a fréquenté. Il a vu justement la dureté des hommes les uns envers les autres, le manque de pitié, tout ça. Et évidemment, pour quelqu'un d'hypersensible, c'est compliqué. Il fallait qu'il durcisse son caractère pour survivre. Ça a été sa sauvegarde aussi de s'endurcir vis-à-vis du monde tel qu'il était. Mais bon, voilà. On a perdu un homme, on a perdu des qualités, là. L'humanité a perdu des qualités. Revenons en mars 1955, sur les antennes de la radio suisse. Et vous avez commencé votre métier médecin en quelle année? Où Robert Sadoul poursuit son interview de Louis-Ferdinand Céline. On va aller au bout. En 24. J'ai employé à la Société des Nations.
Je suis en train de thèse. Je suis en train de figuration à la section d'épidémiologie et d'hygiène à Genève. En 1924, exactement. Oui. J'y restais 4 ans. Destouches soutient sa thèse en 1924. Et comment se fait-il qu'en rentrant, donc voilà, je réitère ça, pour comment être rentré à la Société des Nations et ne pas avoir compris l'importance du cheminement de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Bon, à l'époque, c'était pas possible, ça n'a pas été plus possible pour un Jean-Paul Sartre plus tard de comprendre que l'important c'était l'évolution de l'humanité, évidemment même voilà, plus que l'évolution du communisme en fait. C'était s'il avait eu une vision universaliste, il aurait été plus central dans son approche. Voilà. Et donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Allez, on en a assez dit là aujourd'hui pour ça. Donc, je vous propose, si vous pensez que ces idées un peu atypiques, neuroatypiques, issues d'un esprit vraisemblablement autiste Asperger, a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, donc des avis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y est toujours en référence sous les vidéos. Et vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, et tout ça augmente la visibilité du site. Merci, à très bientôt.